Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et c'est parti pour voir ensemble comment on organise un voyage à Londres. Pendant le mois de mars, je suis partie pendant 4 jours et 3 nuits à Londres et en amont de mon voyage, j'ai vraiment pris le temps de l'organiser. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des formalités administratives pour partir à Londres, je vais aussi te parler de la monnaie, des hébergements, des transports, de la nourriture et aussi des activités que je recommande ou que je recommande un peu moins. Alors j'aborderai aussi la question du budget à Londres, évidemment de mon budget détaillé, de ce que j'ai dépensé avec mes conseils pour économiser, mais dans la vidéo de la semaine prochaine, sinon celle-ci va être beaucoup trop longue. Donc bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Comme d'habitude, tu trouveras dans la description tout le chapitrage de la vidéo et tu trouveras aussi le lien vers tous les articles sur Londres qui sont actuellement sur mon blog. Et puis après, il y a aussi ceux qui vont sortir dans les prochaines semaines. Comme ça, si t'as besoin de retrouver des infos, tout est sur mon blog. Et donc on va commencer par la partie la plus importante pour organiser son voyage à Londres, c'est nécessairement la question des formalités administratives, passeport, visa, etc. Donc moi, quand je suis partie à Londres, j'avais juste besoin d'avoir mon passeport français en cours de validité pour partir parce que je suis partie au mois de mars et tu verras que cette info est importante. Depuis le 1er octobre 2021, donc c'est-à-dire 1 an et demi après le Brexit, il n'est plus possible pour les ressortissants français de voyager au Royaume-Uni avec uniquement sa carte d'identité. Donc depuis octobre 2021, c'est obligatoire de partir avec son passeport si tu veux voyager au Royaume-Uni, donc si tu veux voyager à Londres. Et depuis hyper récemment, c'est-à-dire depuis le 2 avril 2025, tu dois aussi avoir une autorisation de voyage électronique. C'est pour ça que je précisais que moi j'étais partie au mois de mars parce qu'au moment où je suis partie, j'ai été, je pense, dans les derniers voyageurs français à partir au Royaume-Uni qui en avaient pas besoin. Mais depuis le 2 avril, c'est obligatoire. Donc cette autorisation de voyage électronique, tu peux la faire en ligne et la réponse varie de quelques minutes à quelques jours. Donc je te conseille de t'y prendre quand même un minimum en avance avant de partir à Londres. Et cette autorisation de voyage, elle coûte 16 pounds et elle est valable pendant 2 ans et pour plusieurs voyages au Royaume-Uni. C'est-à-dire que si tu veux partir à Londres dans 2 mois et tu veux y retourner l'année prochaine, tu pourras utiliser la même autorisation de voyage pour y aller. Alors bien évidemment, il n'y a pas que les Français qui ont besoin de cette autorisation de voyage électronique et tu peux retrouver toute la liste des nationalités qui ont besoin de cette autorisation directement sur le site du gouvernement britannique. Ensuite, passons à l'argent, la monnaie, le change. Bon, on va pas tergiverser, je pense que tu es au courant que si tu veux voyager à Londres, tu vas pas pouvoir utiliser tes euros. Au Royaume-Uni, ils utilisent la livre britannique, on appelle ça aussi des pounds, et 1 euro c'est à peu près 86 centimes de pound. Alors j'ai pas grand chose de plus à dire sur l'argent, la monnaie au Royaume-Uni, mis à part évidemment part avec une carte bancaire sans frais à l'étranger. Et surtout, selon moi, il n'y a peut-être pas nécessairement besoin de faire changer des euros en pounds avant de partir pour ton voyage à Londres. Tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de commerces qui n'utilisent que la carte bancaire comme moyen de paiement. Il y a littéralement des devantures de magasins et même de restaurants où il y a écrit qu'ils sont cashless, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas l'argent liquide. Donc dans ce cas de figure-là, évidemment ça sert à rien de se ramener avec ces petits billets de livres britanniques. Et moi littéralement, pendant les 4 jours que j'ai passé sur place, on a fait que payer en carte bancaire. Il y a aucun moment où on a eu besoin d'aller retirer de l'argent, de payer en liquide ou quoi que ce soit. Ce qui dans un sens est quand même plutôt pratique parce que quand tu retires de l'argent dans un pays qui n'a pas la même devise que la tienne, en général à la fin, même si t'as essayé de bien faire tes calculs, tu te retrouves toujours avec, tu sais, genre un petit billet qui reste, une petite pièce par-ci, 2 petites pièces par-là. Et à la fin, ça traîne dans tes tiroirs. Bref, tout ça pour dire, pars avec une carte bancaire sans frais à l'étranger. En tout cas, pour Londres, ça te servira nécessairement de pas avoir de liquide sur toi et de payer qu'en carte bancaire. Maintenant, parlons des transports. Donc pour me rendre à Londres, moi je suis partie en train. Tu l'as peut-être vu dans ma première vidéo de l'année 2025, mais j'avais parlé du fait que cette année, pour les trajets sur lesquels je pouvais le faire, j'avais quand même envie de privilégier le train plutôt que l'avion. Et en l'occurrence, pour partir à Londres, il n'y avait pas vraiment de raison de ne pas prendre le train. Et surtout, si tu t'y prends au bon moment, tu peux quand même avoir des promos. Par exemple, au moment où on a pris les billets Eurostar, un aller-retour Paris-Londres pour une personne, ça coûtait 78 €, alors qu'en règle générale, ça tourne plutôt autour des 150-200 €. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même assez fréquemment des promos, parce qu'à l'heure où je filme, on est le 11 avril, et je crois que la semaine dernière, j'ai reçu une notification sur SNCF Connect qui mettait en avant, encore une fois, des promotions Eurostar. Donc pas uniquement pour Londres, mais aussi pour d'autres destinations qui sont desservies avec Eurostar. Mais comme quoi, ça vaut le coup quand même de regarder une fois de temps en temps quand sont les promos. Mis à part ça, l'avantage non négligeable du train, c'est d'arriver en centre-ville. Alors c'est sûr que Londres, ça reste une ville qui est super bien desservie en avion, je crois qu'il y a 5 ou 6 aéroports. Le truc c'est que, pour y aller et pour revenir d'ailleurs, c'est une galère. Nécessairement tu perds un temps fou, alors que là, en prenant le train, t'arrives directement à la gare de Saint-Pancras, t'es pas en centre-ville, bien sûr, mais t'es quand même directement déjà dans la ville, et donc tu peux direct commencer à visiter. Bref, pour moi, le train pour partir à Londres, c'est vraiment un no-brainer, et c'est ce que je te conseille aussi. Après, pour les transports sur place, évidemment, il y a le métro, et évidemment, il y a les fameux bus rouges de Londres. Honnêtement, j'ai trouvé que le système de transport en commun de Londres était assez bien fait, et pourtant, Londres, c'est quand même une ville énorme,
et j'ai pas trouvé qu'on avait mis tant de temps que ça dans les transports à chaque fois. Je trouve que les lignes sont bien faites, les correspondances sont bien faites. Le seul truc qui est pas très bien fait, tout est relatif, c'est le prix. Mais pour ce qui est des transports et surtout des conseils pour économiser dans les transports, encore une fois, je vais beaucoup plus le détailler dans ma vidéo de la semaine prochaine. Maintenant, parlons des hébergements. Alors Londres, c'est une ville qui est chère au niveau du coût de la vie et on va pas se mentir, mais les logements ne font pas exception. Même quand tu viens seulement pour quelques jours en voyage, oui. Alors déjà, il y a plusieurs choses à savoir. C'est que Londres est divisé en 6 zones. Alors là, je te parle de Londres divisé en 6 zones, on parle des zones de métro, on est bien d'accord. Mais nécessairement, ces zones-là te donnent quand même une bonne indication du centre, vraiment centre de Londres versus les banlieues, si je puis dire, parce que ça reste Londres, un peu plus éloigné. Et en l'occurrence, la plupart des lieux touristiques que tu visites quand tu es en voyage à Londres sont situés en zone 1 ou en zone 2. Donc le premier réflexe, c'est nécessairement de se dire, ok, bah je vais loger en zone 1 ou en zone 2, comme ça je vais être plus proche des différents lieux touristiques que je vais avoir envie de visiter. Alors sur principe, oui, c'est aussi la réflexion que j'ai eue, mais cela signifie nécessairement que le prix des logements va être quand même un peu plus onéreux que si tu décidais par exemple de te loger en zone 3, en zone 4, etc. C'est bien connu, mais plus tu vas te loger loin, moins tu vas payer. Personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches pour savoir où est-ce qu'on allait loger. J'avais pas nécessairement de préférence sur le quartier, la zone ou quoi que ce soit. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était un bon rapport qualité-prix. Et après réflexion, je me suis dit que j'avais quand même aussi envie de privilégier un minimum la proximité avec les différents lieux touristiques. Donc après, on avait quand même suffisamment de temps sur place, mais j'avais pas non plus envie de perdre mon temps dans les transports. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a opté pour un Ibis budget, parce qu'il y avait tout ce dont on avait besoin, c'est-à-dire une chambre avec un lit, une salle de bain, des toilettes, et il y avait même une bouilloire, donc c'était parfait. Donc le Ibis budget qu'on a choisi, c'est le Ibis budget du quartier de Whitechapel Brick Lane, et en l'occurrence, il est vraiment situé genre à cheval sur la zone 1 et la zone 2, enfin il est entre deux stations de métro, il y en a une en zone 1, une en zone 2 quoi. Et je crois qu'on payait 107 pounds la nuit, quelque chose comme ça. C'était vraiment le meilleur rapport qualité-prix qu'on ait trouvé en restant dans la zone 1 ou 2. Par contre à savoir que dans ce prix là, il n'y avait pas de petit déj inclus et que si on voulait faire le check-in un peu plus tôt que l'heure prévue, il fallait payer 30 pounds. Voilà. Comme ça t'es prévenu. Mais pour le coup c'était très bien, la localisation était très bien par rapport aux différentes visites qu'on a voulu faire. Évidemment on a quand même pris les transports, hein, ça n'exclut pas, mais les lignes qui étaient desservies à côté, donc c'était la District Line et la Hammersmith and City, ça nous a vraiment permis d'aller assez rapidement et sans faire trop de correspondance aux lieux touristiques qu'on voulait visiter, et ça c'était très bien. Mais par contre, si tu préfères te loger dans une zone un peu plus éloignée pour essayer de payer un peu moins cher par nuit, donc par exemple en zone 3, 4, 5 ou 6, je te conseille de vraiment regarder la ligne de métro la plus proche du logement que tu regardes. Idéalement, bien sûr, si tu as la possibilité, je te conseille de te loger à proximité de la District Line, donc c'est la ligne verte, la Central Line qui est la ligne rouge, ou la Elizabeth Line qui est la ligne violette. Selon moi, c'est vraiment les 3 lignes qui desservent le mieux, le plus rapidement et le plus d'endroits touristiques que, en général, les voyageurs qui viennent à Londres veulent visiter. Sur un autre sujet, maintenant que nous avons parlé des logements, parlons de bouffe, de nourriture. Et à Londres, niveau bouffe, on trouve absolument de tout. Et ça, je trouve ça trop cool, parce que vraiment, si t'as pas nécessairement envie de manger de la nourriture typique anglaise pendant 4 jours, t'as l'embarras du choix. Enfin vraiment, juste en marchant dans la rue, tu peux tomber sur tout et n'importe quoi en termes de nourriture, et ça, je trouve ça vraiment trop bien, parce qu'il y a une énorme diversité culinaire, gastronomique. Et ce qui est bien, c'est qu'il y en a aussi pour tous les budgets. Sauf que évidemment, bah, la note peut monter assez rapidement, surtout si tu veux tester un nouvel endroit matin, midi et soir, c'est un peu logique. Mais personnellement, je pense que j'ai un peu tout testé. C'est-à-dire qu'on a fait le petit déjeuner ou le déjeuner en mode course dans un supermarché. On a aussi déjeuné dans les marchés de Londres en prenant un sandwich par exemple. On a aussi pris un verre dans les marchés de Londres, mais on est également allé dans un restaurant pour manger un English breakfast. On a aussi fait un dîner croisière avec pour le coup le full entrée, plat, dessert avec un verre de mousseux sur la Tamise. Et on a même été dîner dans un restaurant de viande à Covent Garden, et avant ça on était allé dans un pub pour boire une bière. Donc on a vraiment fait, je pense, tous les types de resto avec tous les types de budgets qu'on pouvait s'attendre à faire à Londres. Et honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir fait un mix un peu de plein de types de restos et de types de budgets différents. En fait, ça nous a permis de tester plein d'adresses différentes en ayant quand même un budget assez raisonné pour la nourriture. De manière générale, par exemple, on prenait le petit déjeuner dans la chambre parce qu'on avait une bouilloire, donc on se faisait du café instantané avec des gâteaux et des bananes qu'on avait acheté au supermarché. On a aussi plusieurs fois déjeuné en payant un sandwich sur un marché à Londres, donc que ce soit le Borough Market, Camden Market, Spitalfields,
ce type de marché. Mais comme je disais, on a aussi fait un dîner croisière, on est quand même allé dans un resto le soir, un resto de viande pour dîner avec ma copine Marie, donc on a vraiment fait un mix de plein de trucs différents. Et pour moi c'était vraiment le bon compromis parce que ça nous a permis de découvrir des adresses, ça nous a permis de nous faire plaisir tout en maîtrisant quand même le budget à la fin parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et d'ailleurs si tu veux toutes mes bonnes adresses pour manger ou boire un verre à Londres, n'hésite pas à regarder encore une fois la barre d'infos, j'ai un article complet qui s'appelle budget, conseils et bonnes adresses pour un voyage à Londres sur mon blog. Et maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo sur les activités et les visites à Londres, celles que je recommande et celles que je recommande moins, surtout pour un premier voyage à Londres. Et franchement, Londres, il y a vraiment des dizaines de visites que tu peux faire. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y en a plein des gratuites, il y en a plein des payantes aussi, mais c'est vrai que tu pars pour la première fois, ou si tu pars et que ça fait genre 15 ans comme moi que t'es pas venu à Londres, tu te demandes un peu au début comment tu vas faire pour sélectionner, faire un itinéraire qui soit à peu près cohérent, et puis être sûr que t'arrives à faire suffisamment de trucs sans être frustré, sans trop courir, enfin bref, tu vois le tout. En général, nous on tournait à je dirais 3 visites par jour, alors pas des visites nécessairement réservées, parfois quand je parle de visites c'était par exemple de se balader dans un quartier spécifique, mais en fait je trouve qu'avec 3 visites par jour ça nous laissait vraiment le temps de profiter de chaque activité qu'on faisait, on n'avait pas besoin de courir, et pour autant à la fin de la journée on avait quand même fait plein de trucs quoi. Alors si tu viens pour la première fois à Londres, il y a certaines visites que je recommande plus que d'autres, je suis pas experte de Londres bien évidemment, c'est juste mon avis personnel, mais perso, je recommanderais quand même la relève de la garde. C'est le truc, je pense, le plus touristique que tu peux faire à Londres, d'accord? Mais alors moi j'ai trouvé mes expériences. En fait j'ai vraiment trouvé ça super cool de voir cette relève de la garde, même si évidemment il y a beaucoup de monde donc je te conseille quand même de venir en avance. Mais de voir cette marche hyper procédurière et qui représente tellement de choses, moi j'ai bien aimé. Donc je te conseillerais d'aller voir la relève de la garde si t'en as l'occasion, et dans tous les cas bien évidemment de passer devant Buckingham Palace. Après il y a bien évidemment 2 visites gratuites que je te conseille absolument. La première c'est le Sky Garden et la deuxième c'est le Natural History Museum. Le Sky Garden, j'en ai parlé dans mes vlogs, j'en ai parlé sur Instagram en long, en large et en travers. C'est un point de vue gratuit. Voilà, point de vue gratuit. Le meilleur des deux mondes. Le Sky Garden, ça offre une vue à 360 degrés sur Londres. Tu peux voir tellement de points d'intérêt de Londres depuis ce point de vue. Vraiment, c'est magnifique en fait. Moi j'ai adoré, donc vraiment je te recommande l'expérience. Le seul truc à noter, c'est qu'il faut quand même réserver ses billets. Oui, même si c'est gratuit, parce que évidemment c'est quand même un peu victime de son succès. Donc n'hésite pas à réserver, je crois que les billets ouvrent 3 semaines à l'avance. Le Natural History Museum, c'est aussi gratuit, donc nous, je pense qu'on n'y est pas allé le meilleur jour parce qu'on y était un samedi, donc évidemment il y avait énormément de familles, énormément d'enfants, énormément de monde de manière générale. Donc pour circuler, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Par contre, le musée est vraiment très intéressant. Que ça soit la partie sur les mammifères, la partie sur les phénomènes naturels, même quand t'arrives dans le hall d'entrée, donc le Ince Hall, si je le dis bien, t'as littéralement un squelette de baleine géant qui est suspendu depuis le plafond, enfin le truc est dingue. Et puis il y a aussi 2 jardins qui sont à l'extérieur du musée d'histoire naturelle, qui sont très beaux aussi et très bien faits, donc en fait t'es même pas encore rentré dans le musée, t'as déjà l'impression d'être dans le musée, tu vois. Et pour le reste des activités que je te recommande si tu viens pour la première fois à Londres, pour moi il faut quand même se rendre dans un des grands parcs de Londres. Donc moi j'en ai visité 2, il y avait Hyde Park et Regent's Park. Pour le coup je te recommande vraiment Regent's Park parce que je l'ai trouvé très calme. Il y avait beaucoup de jonquilles aussi au moment où moi je suis venue à Regent's Park, enfin en tout cas à la période à laquelle je suis venue parce qu'on était en plein printemps. En termes de balade, je te conseille vraiment de te balader le long de South Bank. En fait il y a plusieurs circuits urbains à Londres et si je dis pas de bêtises, celui qui est le long de South Bank s'appelle le Jubilee Walkway et ça te permet littéralement de longer la Tamise en voyant encore une fois plein d'endroits touristiques de Londres. Nous on a vu donc le Millennium Bridge, on a vu la cathédrale Saint-Paul, après tu vas voir le Big Ben, le London Eye, l'abbaye de Westminster, et c'est vraiment super sympa comme balade, donc c'est vraiment ce que je te recommande de faire. Et je ne peux pas terminer mes recommandations de visite sans te recommander un dîner croisière sur la Tamise. Je sais que c'est hyper touristique, mais on est des touristes, d'accord? On va pas se voiler la face, d'accord? On est des touristes. Et moi en l'occurrence, le dîner croisière, c'était une activité que je voulais faire parce que je trouvais que ça mêlait en même temps le fait d'avoir un dîner complet avec cette activité de découvrir tous ces monuments de Londres la nuit, parce que t'es littéralement sur la Tamise la nuit, tu vois. Et donc c'est une expérience que j'ai eue en cadeau pour mon anniversaire. Honnêtement, meilleure expérience. Franchement, on a trop aimé, le dîner était très bon, et c'est quand même une expérience de 3 heures, donc t'as vraiment le temps de prendre le temps, justement, de pouvoir regarder par la fenêtre, de même pouvoir monter sur le deck, enfin sur le pont supérieur pour pouvoir voir tous ces monuments de nuit et sans être à travers une fenêtre. T'as même une petite animation musicale et tout ça. Franchement, si tu as l'occasion et si tu as les moyens,
ah mais fais-le, hein. Franchement moi je le recommande à tout le monde. Bon c'est bien beau tout ça, ça c'est les activités, les visites que je te recommande, surtout si tu viens pour un premier voyage à Londres, mais il y en a deux que je recommande moins. C'est pas que je les recommande pas, mais je pense que pour un premier voyage à Londres, c'est peut-être pas nécessaire. Et le premier, je pense que c'est peut-être une opinion impopulaire, mais c'est Hyde Park. En fait, nous on est partis boire notre café dans Hyde Park en attendant de pouvoir visiter le musée de Sherlock Holmes parce qu'on avait réservé, on était un peu en avance, enfin bref. Je pense honnêtement qu'on est juste tombé du mauvais côté d'Hyde Park, en tout cas je suppose, parce qu'on est arrivé de grandes étendues d'herbe avec rien d'autre. Rien du tout. Honnêtement ça ressemblait à 2 terrains de football mais sans les démarcations au sol. On s'est dit ah ouais d'accord, ok, tu sais, un peu la déception quoi, alors que, enfin, perso, dans les grands parcs de Londres, j'ai toujours entendu parler de Hyde Park, je crois que j'y étais même allée quand j'étais en colo en Angleterre, quand j'avais genre 16 ans, bon, j'en avais pas trop de souvenirs, mais bref. Mais alors là, vraiment, déception. Si vous êtes déjà allé à Londres, dites-moi dans les commentaires si vraiment je suis juste tombée du mauvais côté, parce que je suppose que c'est le cas, quoi. Et la deuxième visite que je recommande moins, en tout cas pour un premier voyage à Londres, c'est le musée de Sherlock Holmes. En fait, quand on a commencé à regarder les différentes activités, les différentes visites qu'on pouvait faire, eh bien, évidemment, il y a plein de musées que tu peux faire. L'un d'entre eux, et très certainement l'un des plus connus, c'est le British Museum. Sauf que j'ai commencé à regarder un peu d'autres musées parce que le British Museum, encore une fois, est très célèbre et donc je savais qu'il y aurait aussi beaucoup de monde. Et en fait, par hasard, on est tombé sur le musée de Sherlock Holmes et on a adoré la série Sherlock Holmes avec Benedict Cumberbatch, j'arrive jamais à dire son nom. On s'est dit why not quoi. Et en fait, c'est sympa. C'est juste que la visite est très rapide par rapport au prix que tu payes. En fait, le musée est littéralement au 221B Baker Street, donc l'adresse de Sherlock Holmes dans les livres, dans les films, dans la série. Et en fait tout l'immeuble a été refait pour ressembler le plus possible au 221B Baker Street que tu vois dans la série Sherlock Holmes où il y a Benedict Cumberbatch. Sauf que du coup en fait l'immeuble il est assez petit donc littéralement nous en 20 minutes on avait fait le tour. Au début t'as une très brève présentation qui est faite par un des guides sur le musée en question. Et après, tu fais le tour des pièces, donc littéralement du salon / bureau de Sherlock Holmes. Et donc après, tu montes à l'étage, tu vas voir la chambre de Madame Watson, la chambre du docteur Watson, enfin bref, t'as compris le principe. Sauf que comme je le disais, l'immeuble est relativement petit, et même si c'est refait mais à la perfection et que ça reste intéressant, la visite est très rapide. Enfin vraiment, nous, on avait pris nos billets pour genre 15h45, et je crois qu'on est ressorti à 16h05 ou 16h10 quoi. Encore une fois, ça reste intéressant, je pense juste que c'est peut-être pas la visite la plus nécessaire si c'est ton premier voyage à Londres. Et enfin pour finir cette partie sur les activités, les visites à Londres, c'est quand même à noter, mais il y a énormément de visites gratuites, d'activités gratuites à Londres, donc n'hésite pas à te renseigner parce qu'il y a quand même pas mal de musées qui sont ouverts au public sans avoir à payer mais un pound. Donc je trouve que dans une capitale comme Londres qui est quand même assez chère au niveau du coût de la vie, c'est quand même à noter et vaut mieux en profiter. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes conseils pour organiser ton voyage à Londres, que ce soit au niveau des hébergements, des transports, des formalités administratives, de la nourriture. Comme je te le disais au début de la vidéo, je te parlerai plus amplement et beaucoup plus en détail du budget et de mes conseils pour économiser à Londres dans la vidéo de la semaine prochaine. Bien sûr, d'ici là, si t'as d'autres conseils, si t'organises ton voyage à Londres, tu peux bien sûr me les mettre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!